Lundi 15 juillet 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Parfaite. Lundi 15 juillet 2024, mesdames et messieurs, marquée par ces désordres au niveau de l'UDPS, le parti au pouvoir, le parti présidentiel qui se déchire davantage, le parti s'enfonce dans la crise. Pour cause, une frange des militants et membres de ces partis politiques exige le départ d'Augustin Kabouya, dont le leadership est remis en cause. Il est accusé d'avoir instauré le favoritisme, le clientisme, mais aussi la mégestion en mode de gouvernance. Son départ est vivement souhaité par une frange des sympathisants de ces partis au pouvoir. Est-ce que Kabouya va-t-il céder à ces manifestations? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi le retour annoncé de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, accusé dans les dossiers forage et lampadaire d'avoir détourné des millions de dollars. Il a été évacué à l'étranger pour les soins appropriés et aux dernières nouvelles, il va regagner le pays dans les prochaines heures. Est-ce que Nicolas Kazadi va-t-il faire face à la justice ou va-t-il encore trouver une autre excuse? Tentative de réponse dans cette émission. Et encore une triste nouvelle, la province de Maïndombe, le territoire de Kwamut et le village Kinsele ont de nouveaux faits l'objet d'une attaque de la part de cette milice qu'on appelle Mobondo. Plus de 50 personnes ont perdu la vie. Le gouvernement jusque-là n'a pas encore réagi et n'a pas encore fixé sa position quant à cette nouvelle incursion de cette milice qu'on appelle Mobondo. Sur ce plateau, je reçois Marley Vouvou qui signe son grand retour après un long moment d'absence dû à des séances pédagogiques qu'il devrait recevoir. Là, il est avec nous pour décortiquer les grandes questions d'actualité. Bienvenue, cher Marley Vouvou. Merci, cher Hervé. Merci à tous les fidèles téléspectateurs. Merci surtout à l'équipe technique de cette chaîne. Comment allez-vous? Je vais très bien, mais laissez-moi commencer cette émission par... Le biscuit comme d'habitude. Par ce qui... Non, ça ce n'est pas un biscuit, mais c'est un regret. Voir honorable Mike Moukeba jusqu'aujourd'hui être en prison, c'est regrettable pour des gens qui prétendent et qui continuent à prétendre qu'ils ont combattu. Ils ont combattu la dictature, ils se sont battus pour un état de droit, ils se sont battus pour la démocratie, voire à part que Moukeba c'est un acteur politique, à part que Moukeba c'était un député honoraire, mais c'est d'abord un citoyen congolais qui a des droits comme tous les autres citoyens. Exact. Passer une année, 3 mois en prison, sans procès, sans raison, ça, c'est plus que la jungle. Là, je peux aller même loin que maintenant, le Congo, c'est une fausse sceptique. Parce que, écoutez... Il faut arrêter ces qualificatifs. Non, c'est vrai. Le Congo reste un pays qui a des institutions, qui a des textes. Mais justement, on parle des textes, on parle des institutions. Ici, les institutions sont faibles, les textes sont foulés aux pieds. Il n'y a que des hommes forts. Parce qu'on était dans un état où les institutions étaient fortes, il y avait le respect des textes, cette prison n'allait pas être remplie. On n'allait pas être ici aujourd'hui, parler des violations des droits de l'homme, parler des arrestations arbitraires. Je parle du cas Mike Moukeba. Aujourd'hui, Mike Moukeba a été envoyé, transféré à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe par une lettre venant du procureur général Firmin Vodé de la cour de cassation. Pendant que Moukeba n'a jamais transité à la cour de cassation. Moukeba a été enlevé avant d'être arrêté, avant que cela soit transformé à une arrestation, un dimanche 21 mai 2023. Devant sa parcelle cagoulée. Son fils Bradley Moukeba est braqué, un enfant mineur. Moukeba n'a jamais été à la cour de cassation. Mais comment le procureur Firmin Vodé, lui qui est maître de l'action publique de l'État, lui qui est le patron du parquet à la République démocratique du Congo, peut commettre une bêtise juridique comme ça? C'est-à-dire il envoie quelqu'un qui n'a jamais vu, qui n'a jamais réussi. Nous posons la question ici à Firmin Vodé, qui nous donne l'air, le nom du magistrat qui avait pris Moukeba en charge, le PV d'audition de Mike Moukeba est signé par Moukeba ou par son avocat conseil pour que la cour de cassation décide de transférer Moukeba à la cour d'appel. Ça, c'est une violation grave. Monsieur Hervé, si j'évoque le cas Moukeba parce que Moukeba c'est un illustre connu
on pouvait au moins avoir peur de lui. Alors vous comprenez avec moi comment est-ce que des Congolais sont jetés en prison. Si vous allez là-bas, vous avez suivi... On a découvert lors du passage du ministre de la Justice, Constant Moutamba, à la prison de Makala, des gens qui sont en prison depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ils ne connaissent même pas le motif de leur... Voilà, ça dit arrestation. C'est ça. Ça dit les gens ne nous comprennent pas. Quand nous montrons les cas des gens connus, c'est pour vous dire que ceux qui ne sont pas connus, les cas sont plus graves. Exactement, il y a des cas pires que Moukébaï. Mais quand nous parlons de Moukébaï, pour vous dire, oh, ceux qui vont Moukébaï, Moutouaï, Banyazadé, c'est pourquoi nous évoquons ces cas-là. Mais sinon, en général, les cas, notre justice n'est plus malade, la justice maintenant est dans un état de mort cérébrale. Merci beaucoup. Allez. On va parler de l'actualité. D'abord, ces retours annoncés de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Vous avez énormément débité des choses sur lui, qu'il avait pris la poudre d'escampette, qu'il ne va plus revenir au pays. Mais finalement, il vous a contredit. Il va regagner le pays dans les prochaines heures. Il va affronter la justice parce qu'il ne se rapproche de rien. Est-ce qu'à ces jours, on peut espérer que toute la lumière soit faite sur cette affaire, avec le retour annoncé de Nicolas Kazadi? Très bonne question, mais je me pose la question pourquoi Kabound est en prison. Parce que Kabound n'a pas volé. On n'a jamais reproché à Kabound d'avoir détourné. Ce qu'on reproche à Kabound, c'est d'avoir dit la vérité. Parce que tout ce que Kabound avait dit à l'époque, nous l'avons vécu pendant ces coups d'État électoraux. Il avait dit, l'UDPS va se créer une majorité par Fox. Il avait dit, ça ne sera pas des élections, vous allez voir une violation flagrante de principe. Tout nous avons vécu. Donc, Kabound, nous pouvons conclure que ce monsieur est emprisonné, d'abord dans toute violation, parce qu'aucun texte de loi autorise à la justice de faire l'addition par rapport aux peines des infractions. On condamne un individu, s'il y a un concours des infractions, on condamne l'individu par l'infraction ayant la peine la plus élevée. Mais Kabound, l'infraction ayant la peine la plus élevée était de 3 ans. Mais comment Kabound est sorti avec 7 ans? Tout simplement parce qu'il a dit des choses que tous nous connaissons, mais on n'a pas le courage de les dire. Nicolas Kazadi, moi je suis joyeux qu'il puisse rentrer. Là, ce ne sera pas seulement un procès, mais ce sera un rapport de force entre la justice et la population qui va réclamer son argent. Parce que nous n'allons pas rester à la maison, regarder ces procès à la télévision, comme on a commis l'erreur dans le passé, d'être à la télévision, suivre le procès 100 jours, et on a été roulé dans la farine par le régime. Ça, nous allons être là. Nous allons être là, nous allons réclamer cet argent. Tenez mon frère Hervé. Nicolas Kazadi, de son retour, doit nous dire, il a été pris en charge par quel centre médical en France? Du moment où il a déjà bénéficié de l'autonomie. Non, ça veut dire... pour quitter le pays, savez-vous, est-ce qu'il est encore obligé de vous prouver c'est là d'abord, il veut prouver son innocence. Il va prouver dans l'échelle, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais menti. D'abord, il a été pris en charge par quel centre médical en France pour qu'il soit guéri rapidement. Parce que les prétextes étaient qu'il ne pouvait pas se présenter en état malade. Parce que c'est un miracle maintenant, il y a des médecins où tu peux aller malade aujourd'hui, 4 jours après, tu retrouves ton état de santé. Ça dépend des maladies. Ok. Deuxième élément. Il doit aussi nous dire, il a été pris en charge par quel centre médical à Kinshasa? D'après quelle loi? Non, ça c'est la redevabilité, ce n'est pas la loi, c'est la morale de la société. Le pays et le monde est codifié, mais tout n'est pas codifié. Les dossiers, c'est foragé. Non, mais il va s'expliquer sur les questions de fond. Il va s'expliquer la faisabilité de la réalisation de ces projets. Son travailleur, entre guillemets, que vous appelez abusivement journaliste, un ancien membre du PPRD, Maïtiba, qui travaillait à l'époque avec Richard Mouyej au gouvernorat de Douala. Il n'est pas interdit à un journaliste de travailler dans un cabinet. Non, il n'était pas journaliste. Il n'a jamais été journaliste. Je n'ai jamais vu son collègue de classe. De toutes les façons. Non, attends, je n'ai pas vu. C'est le problème. Revenez dans les faits. Je n'ai jamais vu son collègue ou de l'UPEN dans les facultés du département des communications. On revient dans les faits. Ça dit quoi? Son homme a dit, Nicolas va tout dire. Il doit montrer
Parce que les gens ont dit qu'il a fui, il était malade, il doit montrer le médecin qu'il avait diagnostiqué au Congo, la contre-expertise. Il a oublié que la contre-expertise, c'est le travail de la justice qui sollicite la contre-expertise. Ce n'est pas la personne qui est inculpée. Troisième élément, Nicolas Kazadi vient, je demande à tous les Congolais, surtout aux provinces proches de Kinshasa, telles que la province de Maïnomé, les gens de Massia, le village Massia, le village Mouchi, le village Nyoki, de venir nombreux recevoir leur forage, les forages fabriqués en France. Non, il était parti se faire soigner. Non, il est allé récupérer des forages à Paris. C'est ce qu'il vous a dit? Mais c'est ça ce qui a été dit. C'est ça la réalité, monsieur Hervé. Nicolas Kazadi est allé recevoir des forages. Là, le peuple, il va livrer les forages à l'aéroport de Njili aux Congolais. Je demande aux gens qui habitent les villages proches de Kinshasa, le village Massia, à Maïndombe, le village Mouchi, le village Nyoki, de venir nombreux recevoir leurs forages. Je demande aux gens qui habitent le village Nkene, ici à Maluku, de venir nombreux recevoir leurs forages. Je demande à la population quinoise de venir nombreux. Si vous n'avez pas de transport, appelez-moi. On va débrouiller le moyen de transport pour vous parce que vous êtes obligés de recevoir vos forages à partir de l'aéroport d'Njili. Nous avons déjà mobilisé, moi personnellement, pas nous, moi, j'ai mobilisé en tant que citoyen parce qu'il s'agit de mon argent. Je suis contribuable. J'ai mobilisé, j'ai déjà loué les fanfares parce que nous devons recevoir un grand homme qui nous amène des forages fabriqués en France. J'ai déjà mobilisé, j'ai loué des fanfares, j'ai trouvé des Congolais, des Quinois vont être là nombreux. En tout cas, monsieur le ministre, nous allons mettre des équipes. Ceux qui vont quitter le village proche de Kinshasa à partir du Congo central vont se rassembler ici à Bichingobila parce que le ministre peut traverser un bon nombre de forages via l'aéroport de Maya et Bichingobila. D'autres forages vont atterrir à partir de l'aéroport de Njili. Donc nous allons se séparer à des équipes pour recevoir nos forages. Moi j'aurais souhaité que vous puissiez d'abord commencer par présenter des excuses à l'endroit de Nicolas Kazadi. Vous l'avez vilipendé gratuitement, vous avez fait un procès d'intention contre sa personne. Vous avez raconté des histoires dans différents plateaux médias selon lesquels Nicolas Kazadi n'allait plus revenir au pays. Mais là, il vous place pratiquement dos au mur. Je vais y arriver. Vous êtes contraint. Vous avez l'obligation de revenir sur tout ce que vous avez... quand vous lisez ces documents, on a menti sur Nicolas Kazadi. Quand vous lisez les documents d'abord signés par lui-même, vous dites que nous avons menti sur Nicolas Kazadi. Là, c'est lui qui demande au gouverneur de la Banque centrale de sortir l'argent en procédure d'urgence. C'est lui, c'est sa signature, c'est sa lettre. Ça, c'est l'Observatoire de la dépense publique qui nous retrace tout. Est-ce que le décaissement des fonds en procédure d'urgence, c'est une infraction? C'est une infraction. Écoutez, monsieur Hervé, la loi portant les codes de passation du marché public en République démocratique du Congo, à ces articles 44 et 45 est clair. Les deux articles sont tellement clairs comme l'eau dans un verre. Les deux articles disent ceci. Pour qu'il y ait des marchés spéciaux, donc des marchés qui nécessitent la procédure d'urgence, il n'y a que trois formes de marché. Il y a le fourniture et matériel de la défense, donc de l'armée. Il y a le matériel et fourniture de l'appareil sécuritaire dans la police, les services de renseignement, et il y a dans le secteur des intérêts stratégiques de l'État. Quels sont les intérêts stratégiques de l'État? C'est par exemple, l'État veut recruter des mercenaires. Ça, on ne publie pas, c'est un secret stratégique de l'État. Est-ce que l'approvisionnement en eau ne fait pas partie des urgences? Non, ce n'est pas une urgence. Parce que ce sont des travaux à faire à long terme, construire l'usine, commander le matériel. Mais le matériel de la défense est tenu rester secret. Quand on achète les armes, on ne met pas ça sur la place publique. Quand on achète les grenades, le char de combat, on ne met pas sur la place publique. Parce qu'il s'agit des intérêts stratégiques de l'État. Ça, on contourne la procédure d'appel d'offres et de marché de gré à gré. Or, le forage n'en fait pas partie. Supposons que ça faisait partie. Ça fait 2 ans. Pourquoi? Pourquoi? Où est maintenant l'urgence? L'autre procédure, on peut aller en urgence, par exemple, lorsqu'il y a eu pluie et que la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi-Kibala était cassée. Là, il y a rupture entre les provinces en termes d'approvisionnement, il y aura crise alimentaire. On contourne la loi, on régularise après, mais on va en procédure d'urgence. Ok? Ici, il n'y a pas question de procédure d'urgence. Non seulement il y a eu procédure d'urgence, une violation, mais pourquoi même le parquet n'a jamais cité le ministre des Budgets? Parce que c'est lui l'ordonnateur.
Je vous cite le nombre des infractions commises par Nicolas Kazadi et son groupe. Non, c'est désormais Marley vous qui qualifie les infractions. Non, mais la loi, elle est à la portée de tous. Le parquet va qualifier l'infraction, mais le parquet ne peut pas nous interdire de réfléchir et de lire les textes. Ici, je suis dans la lecture des textes. Il y a plus que Nicolas Kazadi va régler le pays. Pourquoi attendre carrément ce procès. Et surtout, lorsqu'il s'agit de 3 matières citées ici, évoquées dans ces 2 articles 44-45 du Code de passation de marché public, cela doit être encore délibéré en Conseil des ministres et un décret du Premier ministre doit être délibéré en Conseil des ministres. Vous êtes journaliste, non? Vous avez déjà vu un décret allant dans ce sens? Vous avez vu un décret allant dans ce sens? Qu'on nous montre les décrets. Donc vous voulez nous faire croire que Nicolas Kazadi c'était le tout puissant. Mais déjà à l'époque, lorsque l'IGF à Linguetti avait envoyé les inspecteurs de finances, vous vous rappelez, il avait chassé les inspecteurs de finances, il avait refusé tout contrôle. Moi je suis désolé lorsque ces adeptes... Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de dédouaner Jules Linguetti et les inspecteurs de l'IGF? Gilles Linguetti, je ne peux pas les dédouaner. Mais nous sommes le contrôle s'est fait en amont. Non, pas toujours. Ce n'est pas, je crois, pas toujours. La patrouille financière a été décrétée par Gilles Linguetti. Ce n'est pas une contrainte légale. Sinon, je mets à défi les camps Nicolas Kazadi de nous citer un seul article d'ordonnance portant création et fonctionnement de l'inspection générale des finances où on impose aux inspecteurs de faire toujours le contraire a priori. Non, ça dit ce sont des mécanismes. Si les comptes alors que sur base de quoi l'IGF viendra évaluer. Ça dit il a le droit de décréter le mécanisme de contrôle pour empêcher elle doit être là au moment de la conception. Mais justement, pour que l'IGF soit informé, mon frère, il faut que le ministre du budget soit informé. Or, le ministre du budget n'était pas informé. Parce que l'IGF commence par contrôler d'abord l'ordonnateur. Ok? Ordonnateur n'est pas inclus. Donc, il y a eu banditisme dans la gestion des finances publiques. Deuxième élément, il n'y a pas eu un décret délibéré en conseil des ministres pour autoriser Nicolas Kazadi. Lorsque Gilles Linguetti, c'est ça la maladie de l'UDPS. Lorsque Gilles Linguetti, en voyant à l'époque... Parce que l'UDPS vient chercher dans parce que Nicolas Kazadi est de l'UDPS. Lorsque Gilles Linguetti à l'époque envoyait les inspecteurs, lorsque Nicolas Kazadi avait chassé, dénigré, humilié les inspecteurs devant tout le monde, personne n'avait condamné. Il avait très... Et pendant ce temps, qu'est-ce que Linguetti avait fait pour contrer l'action de Nicolas Kazadi? Justement, lorsqu'on envoyait la force du progrès faire des sittings devant l'inspection générale des finances, c'était devant tout le monde, non? Et c'est Nicolas Kazadi qui avait envoyé cette force du progrès. Il disait qu'Alinguetti ne maîtrise pas les chiffres, il doit laisser Nicolas Kazadi tranquille. La même chose avec... il y a un flou dans ces dossiers. La même chose avec... Même Alinguetti doit aussi s'expliquer. Mais Alinguetti s'est expliqué par ses rapports. Il s'est expliqué par ses rapports. Les rapports, c'est sous... Et d'abord, les gens ne comprennent pas le fonctionnement de l'IGF. L'IGF, c'est un département au sein de la présidence. Lorsque l'IGF enquête, ce n'est pas à lui d'arrêter. Il fait un rapport. Donc, lorsque les gens de l'UDPS ou les adeptes de Nicolas s'attaquent à Gilles Linguetti, ils s'attaquent au président. Ce n'est pas Gilles Linguetti. Parce que Gilles Linguetti n'a ni le pouvoir d'arrêter, ni d'interpeller. Gilles Linguetti fait les enquêtes, le parquet approfondit. Par exemple, dans le cas Forage, vous avez vu le procureur pour approfondissement, il a demandé les rapports au bureau technique de coordination. Le procureur n'avait pas fait foi directement au rapport de l'IGF. Parce que l'IGF enquête, il peut avoir des faiblesses. Mais il dépose les rapports à acquis des droits dans le parquet. Sur le parquet, toutes les enquêtes menées par l'IGF, c'est le parquet qui devait interpeller. Or, le parquet n'a jamais interpellé. Ça, ce n'est pas le travail de l'IGF. C'est comme ici, vous préparez, dans la rédaction, vous préparez un journaliste pour présenter le journal, vous faites des chapeaux, et l'heure du journal est sonnée, vous le placez devant l'écran ici, et il commet des bourdes. C'est la chose qu'on peut vous reprocher, d'avoir recruté quelqu'un qui n'a pas de niveau. Mais on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir réussi à présenter parce que ce n'était pas vous le présentateur. Ça, c'est un. Mais au moins, les rédacteurs en chef, le secrétaire de rédaction, le directeur des infos devront s'expliquer. Mais là, maintenant, c'est au procureur général. Lorsque Aligné enquête sur la communière, tous, on était d'accord.
Là, le preuve était là. Mais lorsque Alinguet a déposé le même rapport au parquet général après la Cour de cassation, posons-nous la question, qu'est-ce que notre parquet avait fait de ces rapports? Mais si le parquet a constaté que le rapport brandi par l'IGF et Jules Alinguet était fantaisiste, que voulez-vous? Or, le parquet n'a jamais demandé les rapports, une contre-expertise, comme le parquet l'a fait dans le cas de Nicolas Kazadi avec le forage. Ici, nous disons le parquet a interdit à Nicolas Kazadi et aux autres de quitter le pays, pas parce qu'il y a eu rapport de l'IGF, parce que le parquet avait sollicité l'expertise du bureau technique de coordination. C'est après les rapports du bureau technique de coordination, le parquet a trouvé que les rapports de Gilles Alinguet étaient corrects. Ok, les enquêteurs, ils avaient réellement fait leur travail. Et le parquet avait décidé d'interdire à ces groupes de quitter le pays. Donc l'IGF se limite aux enquêtes. S'attaquer à lui pour les arrestations, ce n'est pas son travail. Nous devons rester cohérents. Non, on ne s'attaque pas à l'IGF pour les arrestations. On s'attaque à l'IGF pour ses rapports généralement fantaisistes. Des rapports pas suffisamment documentés. C'est très documenté. Ici, le problème c'est quoi? Le problème c'est la classe politique qui détruit tout. Lorsque Alinguet dit, le même Alinguet, dit que Kabila détourne à l'époque, tous nous sommes d'accord parce que Kabila c'est le diable. Mais à chaque fois, Alinguet dit qu'à l'EPST, il y a des tournements. Parce qu'il s'agit d'un ministre élu de PES. Vous allez voir les combattants, les communicateurs élus de PES, il y aura des matinées politiques. C'est ça le défi. Donc on ne peut pas enquêter sur ou contre le ministre venant de l'UDPS. Très bien. Vous avez vu les cas Tony Mwaba. Le rapport a été déposé. L'IGF avait saisi le parquet près la cour de l'appel de Kinshasa Gombe sur cette affaire. Mais le parquet, dès qui le parquet a reçu des injonctions pour que ces dossiers soient enterrés au niveau de la justice. De même, dans le passé, lorsque Alinguet avait enquêté encore au niveau du ministère de l'EPST, il y a eu Augustin Kabouya qui avait intervenu. Souvenez-vous de la fameuse photo où Kabouya a reçu... Justement, là, on peut encore remettre en cause la personnalité et la rigueur de cet inspecteur des finances. Gilles Alinguet avait écrit après cette rencontre, j'ai la lettre. Que représentait Augustin Kabouya à l'époque pour mettre autour d'une table les officiels congolais. C'est ça l'amateurisme. Kabouya a déplacé même, Kabouya à l'époque, il avait reçu même le général Sylvain Oka, le commissionnaire divisionnaire de la ville de Kinshasa de l'époque. Anthony dans son bureau, il a appelé et il est venu. C'est ça l'incompréhension de la gestion au Congo. De l'autre côté, l'IGF avait écrit après cette rencontre avec Kahani, avec Kabouya. Gilles Alinguet avait dit, le rapport n'est pas à remettre à cause, nous avons fait notre travail, il faut que le parquet fasse aussi son travail. Allez, on va évoluer. Je vais citer dans ce dossier Nicolas Kazadi, cher ami. D'abord, avant de citer, pourquoi ce fixisme sur la personne de Nicolas Kazadi? Il y a François Roubota, il y a Mike Kassenga qui sont d'ailleurs déjà en prison, il y a Samba Bachili qui s'est disparu, il y a Amadou Djabi qui a été votre information. Pourquoi votre information, Nicolas Kazadi, vous avez touché vraiment là où il fallait toucher. Samba Bachili et Amadou Djabi sont dans le viseur de la justice. Ils devaient se présenter les jeudis ici. Si pas demain mardi, les jeudis, si j'ai encore la date. Mais je vous dis à cette heure ici, les deux, ils sont portés disparus. Les deux. Amadou Djabi, mais pourtant, Samba Bachili avait confisqué le passeport de Samba Bachili, semble-t-il. Mais la justice avait confisqué le passeport de tous ces gens-là. Posons-nous la question, est-ce qu'en autorisant Nicolas Kazadi, c'était la même décision? C'était pour raison de santé. Mais qui vous dit que ce n'est pas la même justice qui organise la fuite de ces gens? Ah non, je ne vois pas une justice assez responsable d'un pays comme le Congo. J'avance. Samba Bachili est porté disparu. Je vais publier sa photo. Tout Congolais, partout où vous êtes, si vous voyez M. Samba Bachili, c'est un fugitif. Non, attendez. Parce que... Attendez, mettons-nous d'accord. Il ne peut pas être porté disparu, c'est un responsable. Mettons-nous d'accord sur certains principes. Il revient à la justice de déclarer quelqu'un fugitif. Jusque-là, la justice de manière officielle. La justice acquise toujours. Alors, réservez-vous. Non. La justice acquise toujours la population, la justice et la police de ne pas avoir l'esprit de collaborer avec la justice, de dénoncer. Donc ce que je fais... Mais si vous avez des informations... Ce que je fais ici, je demande aux Congolais, aux autres Congolais, de faire le travail leur demandé par la Constitution de dénoncer. Donc si vous voyez Bachili et Amadou Djabi, c'est conforme à la Constitution. Pourquoi ce fixisme sur ce n'est pas du fixisme. De l'autre côté,
L'homme de main de Nicolas Kazadi, M. Flori Mapamboli, est en contact avec la Lucha. Le mouvement citoyen. Ce n'est pas intéressant. Mais laisse-moi donner l'information. Tout Congolais, si vous voyez à des gardes de la Lucha tenir un point de presse pour défendre cette bêtise, ce détournement de notre argent par Nicolas Kazadi et son groupe, ça dit qu'il faut désavouer ce mouvement. Ils ont été contactés, si pas aujourd'hui, demain, il y aura un point de presse organisé par la Lucha. Ça fait partie de la liberté d'expression. Vous estimez que Nicolas Kazadi a détourné. Et là, si la Lucha ne réfléchit pas comme vous, l'infraction c'est à quel niveau? Il s'agit pas. Laissez les gens s'exprimer. Non, on n'empêche pas les gens de s'exprimer. Vous venez de me dire, non? Un mouvement sérieux, il pouvait d'abord enquêter. Je connais la Lucha. Je suis un ancien activiste. Est-ce que les enquêtes font partie des attributions de ces mouvements citoyens? Lorsqu'ils publient des rapports, ils font comment pour avoir ces informations? Ils font comment? Dites-moi. Mais ici, je vous dis, moyennant quelque chose, ils ont été contactés. Je cite le nom de celui qui les avait contactés. Mais si ils sont libres de défendre ou de condamner quelqu'un. Ici, la Lucha doit laisser la population congolaise mener son combat pour voir clair, parce qu'il s'agit des derniers publics. Vous menez votre combat. Vous défendez Alinguetti. Moi, je ne défends pas Alinguetti. Attends, ça c'est trop grave. Ça c'est trop. Dites que moi je défends Alinguetti. Est-ce que je t'ai donné les documents ici? La dernière lettre de Nicolas Kazadi datant du 17 juillet. Lui-même regrette d'avoir décaissé l'argent, 71 millions, sans que le matériel soit livré. Ça c'est défendre Alinguetti tout où c'est Nicolas Kazadi lui-même a écrit. Lorsque Nicolas Kazadi prend son ami Milan Touran, il nous donne 350 millions pour construire un bâtiment à chantier jusqu'aujourd'hui, centre financier. Vous trouvez ça sérieux? Ça c'est défendre Alinguetti. Lorsqu'on met la fontaine, simple fontaine, devant le centre financier à 7 millions de dollars, les jets d'eau à 7 millions. Savez-vous que Nicolas Kazadi est un enfant qui pilote les avions? À chaque fois, Nicolas Kazadi s'est déplacé pendant qu'il était ministre, il déplaçait par le jet de M. Milan Touran, le numéro 1 de la société Milvès, et qui pilotait l'avion, c'est le fils Nicolas Kazadi. Est-ce qu'il y a lien? Les codes. Ça fait quoi? Attends, je vais aller dans la loi. Monsieur Hervé, son enfant. Monsieur Hervé, ne désoriente pas la population. Ne désoriente pas la population. Les codes portant bonne conduite d'agent public de l'État l'interdit. Un officiel ne peut pas prendre les biens ou utiliser les biens ou des cadeaux venant d'un particulier, d'un privé. Ça, c'est les codes de bonne conduite d'agent public de l'État pour la gouverne de notre population. Merci. Et agent public de l'État, tout individu rémunéré par l'État. N'est-ce pas que Nicolas Kazadi était rémunéré par l'État congolais? Donc Nicolas Kazadi, toute sa vie, pendant qu'il était là, il n'était que dans la violation. À la justice des qualifiés. Arena ici. Arena. À la justice. Arena sans Arena sans moi, je ne suis pas en train de qualifier les infractions. Ce n'est pas mon travail. Moi, c'est un légaliste. Je ne suis pas un violeur de texte. Allez, mais j'explique le texte et j'explique le fait. Ok? Nous sommes dans le fait. 105 millions pour Arena. Travaux aux arrêts. Ici, on a construit un hôtel à la place d'un hôpital, Mama Yembo. Mais allez, vous êtes journaliste. Allez contacter même en privé les médecins qui travaillent à l'hôpital de référence de Kinshasa. Ils ont construit un hôtel à la place d'un hôpital. 6 millions de dollars décaissés pour construire 11 villas à l'Équateur. Jusqu'aujourd'hui. Alors, est-ce que nous ne sommes pas dans les droits de réclamer notre argent? Merci beaucoup. Allez, espérons que la justice va fixer très rapidement cette affaire. Question des facilités aussi, ou de permettre aux Congolais de se faire une idée sur ces cas de détournement qui se racontent. Allez, on va parler politique. Au niveau de l'UDPS, ça brûle. Ça aussi, c'était de la politique. Non, ça, c'est de la justice. C'est pas de la politique. On va parler politique maintenant. L'UDPS, pratiquement en feu. Augustin Kabouya, démission vivement souhaitée ou exigée par une frange des militants et des sympathisants de cette formation politique. Il est accusé d'avoir instauré le favoritisme, le tribalisme, mais aussi le népotisme en mode de gouvernance. Et Teni Longondo, Jekobea, j'ai vu aussi Paul Tshilombo pratiquement emboîter le pas des Teniers, des Jeko.
qu'est-ce qu'on reproche exactement à Augustin Kabouya? En quoi la présence d'Augustin Kabouya comme secrétaire général de ces partis dérange? Moi, je crois que l'UDPS est né dans l'incompréhension. Comment ça? L'UDPS a grandi dans l'incompréhension. L'UDPS a 38 ans, l'UDPS a grandi, donc l'UDPS devait être mature. L'UDPS a 42 ans aujourd'hui. 42 ans aujourd'hui, 38 ans dans la lutte. Donc, non, 37. Il n'y en a pas. Ils ont pris le pouvoir lorsqu'ils avaient 37 ans d'élite. Donc, ils ont maintenant 38, 39 ans dans la lutte, parce que la lutte aussi, pour eux, la lutte continue. 37 ans de lutte, 5 ans pour eux, la l'UDPS est dans la lutte, parce que quand vous regardez les comportements généraux de l'UDPS, tous les membres de l'UDPS, toutes tendances confondues, tous sont dans l'incompréhension. Ils sont à la fois au pouvoir et à l'opposition. Donc ils sont toujours dans la lutte. Ils savent plutôt revendiquer leur C'est pourquoi ils acceptent d'être appelés jusqu'aujourd'hui des combattants. Ils acceptent d'être appelés jusqu'aujourd'hui combattants. On arrête d'être combattants. Mais là, ils ne sont plus combattants. C'est le pouvoir. Ils ont combattu pour avoir le pouvoir. Ils ont maintenant le pouvoir. Ils devaient plutôt se transformer aux agents de développement de la société. Mais eux-mêmes, déjà par ignorance, acceptent d'être combattants jusqu'aujourd'hui. L'UDPS, c'est un majeur immature. Pourquoi je l'ai dit? Déjà, une structure politique, un mouvement politique structuré n'accepte pas l'informel dans son sein. C'est quoi l'informel? L'UDPS reconnaît la force du progrès, mais la force du progrès n'est pas statutaire. Dans le statut de l'UDPS, cette milice-là n'est pas reconnue. Ce n'est pas une milice. Ce n'est pas une milice. Ah, ce n'est pas une milice. Pourquoi j'ai dit ça? Non. Monsieur Hervé, non, mais attendez. Monsieur Hervé Itoma, ne me dites pas d'être hypocrite ici. Lorsque un groupe d'individus construit des cachots, la force du progrès a construit des cachots. Mais je vous dis, à l'IPECO, on allait en face de l'école complexe scolaire Liloba. Ici, au terrain municipal à Bandalungwa. Il y en a plein. Lorsqu'ils posent, ces gens-là vont poser même des panneaux créant des parkings pour recevoir des taxes, ce qui est dit à l'État. Ici à Massina, quartier, c'est CEP Congo. Ils viennent, ils balayent l'avenir, tout motard qui passe par là paye 5 000 francs. C'est une milice. Non, ça, ce sont des prérogatives réservées à l'État. Tout celui qui va à l'encontre est traité comme milice. C'est ça l'esprit de la Constitution. Si j'ai une bonne mémoire, il faut fouiller à partir des articles 188, 189 de la Constitution. Alors, on revient dans les faits. Donc, déjà accepter une structure informelle, prendre les devants dans une structure organisée avec des documents, avec des textes, c'est déjà une bêtise encore. Le parlementaire debout, ces structures, ces gens-là qui vous voyez dans des coins faire debout, ne sont pas reconnus dans le statut de l'UDPS. Pourtant, ce sont eux qui exigent en grande partie. Je vous dis, ils ne sont pas reconnus. J'avais vu Peter Tiani publié, il va recevoir Jérobé, qu'il pose la question à Jérobé, la force du progrès. Mais c'est lui Mais justement, qu'on lui pose la question, nous devons rester juste sans toucher à l'image de qui que ce soit. Qu'on pose la question rationnelle à Jérobé. Est-ce que la force du progrès et le Parlement debout sont reconnus dans les statuts de l'UDPS? Mais s'ils ne sont pas... Lui-même, au nom de quoi il mène cette lutte? Lui-même, je vous dira non. Ok? Je suis dans les statuts de l'UDPS. Mais pourquoi il revendique ce qu'il devient à l'UDPS? Je suis dans les statuts de l'UDPS sans être l'UDPS. Je mets quoi défi. Deuxième élément. Kabouya ici, aujourd'hui, je prends le côté Kabouya. Kabouya aujourd'hui réclame le respect des textes. Mais Kabouya, à l'époque, quand Tshisekedi était devenu président de la République, l'article 26 du statut de l'UDPS, encore une question à Jérobé qui va être ici, si pas aujourd'hui, demain. Est-ce que le statut de l'UDPS accepte l'intérimat ou les vacances au sommet du parti? Est-ce que c'est Kabouya qui s'était auto-proclamé comme intérimaire? J'avance. Non. La cellule juridique de l'UDPS mais justement, attends, j'avance. Le statut ne l'autorise pas. Ils ont violé le statut qui tous réclament respect aujourd'hui pour sortir un argumentaire ici, mandat spécial ou c'est procureur spécial appuyé par Chilumbu,
Peter Kazal et les autres pour garder Tshisekedi, pour faire comprendre aux gens que Tshisekedi est pendant les vacances au sommet de l'UDPS. Or, le statut de l'UDPS ne l'autorise pas, je cite l'article 26. Donc, tous ils sont en train de payer, ils sont en train de récolter le fruit de leurs semences. Ils ont été longtemps dans le désordre. Maintenant, les intérêts, c'est pas et chacun jette l'opprobre à l'autre. Je prends maintenant ce qu'ils mettent en exergue, le népotisme. Mais Jacob aussi est dans le népotisme. C'est-à-dire, sa femme travaille au ministère de l'Intérieur, la femme de Jacob. Et après, sa femme n'est pas l'UDPS. Cette femme est là-bas pour travailler mais c'est ça qu'on pour travailler dans un ministère, il faut forcément appartenir à un parti politique. C'est ce qu'on reproche à Kabouya, d'être un népotisme. On comprend, d'envoyer dans des cabinets ministériels qui est des membres de sa famille et ses amis. Des gens qui n'appartiennent pas à l'UDPS. La femme de Jeko n'est pas l'UDPS. Mais lorsque Peter Kaza devient ministre de l'Intérieur, Jeko envoie sa femme, il n'a pas envoyé un Fox du Progrès ni un parlementaire debout. Le frère de Jeko s'appelle Jackie, travaille au ministère des Mines. Pourquoi Jeko n'avait pas envoyé un membre de son frère ne fait pas partie de l'UDPS? Mais je suis en train d'aller dans le népotisme qui sont en train de... Sans au moins avoir la prétention de défendre Kabouya. Nous voulons établir le fait parce que c'est ces partis qui est au sommet du pays. Ces désordres entraînent les déséquilibres en termes de gestion de la République. Jeko a envoyé sa femme au ministère de l'Intérieur, son frère Jackie et au ministère des Mines. Etienne Longondo était ministre ici. De la Santé. Qu'il publie la liste des membres de son cabinet, il n'y avait aucun Fort du Progrès, aucun parlementaire debout. Sylvain Moutoumou était ministre. Ok? Délégué à la défense. Délégué à la défense, en charge des anciens combattants. Il n'y avait aucun membre de l'UDPS, Parlement debout, au Fort du Progrès. Et lui aussi fait partie des gens qui... Lui aussi, il a même tenu un point de presse. Oh. Ça veut dire il ne fait pas partie de l'UDPS. Il a son parti. Paul Tshilumbu, il est dans la continuité de son comportement. C'est lui qui nous avait révélé que Kabound n'est pas du Katanga et du Kasaï, qu'ils avaient menti au Sphinx. L'émission face à Peter Atiani. Or, à l'époque, pour les intérêts avec Kabound, ils avaient tous cautionné la violation et le mensonge contre Sphinx. Lorsque Kabound envoyait la liste pour former le gouvernement, Ilunga Lukamba, et que Paul Tshilumbu, son nom ne figurait pas, il vient à la télé pour dire que Kabound n'est pas du Katanga, mais plutôt du Kasaï. Vous comprenez l'état d'esprit de l'UDPS. Aujourd'hui, quand Kabouya nous dit qu'Étienne Longondo il confirme qu'Étienne avait détourné l'argent Covid-19. de Covid-19. Il confirme quelque chose encore de grave pour voir que l'UDPS est sous malédiction, qu'Étienne Longondo avait même détourné l'argent de l'organisation des obsèques d'Etienne Tshisekedi Wamulumbu. Et même les frais alloués à la campagne des candidats pour les comptes de la province du Grand Équateur. Or, vous comprenez maintenant, à l'époque, les camps Kabouya cautionnaient ça. Pendant que nous, on était en train de dénoncer que ce monsieur a pris l'argent pour payer, pour pallier à la crise, à l'urgence sanitaire qui frappait le pays. L'UDPS était dans tous les plateaux. Même aujourd'hui, Tshibambe qui l'a dit, ils étaient à la défensive, ils défendaient Téloun. Voilà. Il a avoué même qu'il avait... voilà, ça veut dire, c'est là que j'ai dit, $200. C'est là que j'ai dit, l'UDPS c'est un majeur immature. Je viens de vous peindre un tableau. Ça dit, ils s'organisent. Alors du partage, si tel ne se retrouve pas, aujourd'hui Etienne s'attaque à Kabouya. Parce qu'il n'est pas ministre. Mais lorsque Kabouya est Kabouya... Il s'attaque à Kabouya parce que d'après lui, Kabouya... Je vous dis parce que Kabouya... Conduit le parti vers le gouffre. Non. Lorsqu'il était ministre, de l'autre côté, on créait que le parti n'est pas bien géré. Pourquoi lui ne réclamait pas? Il était membre du gouvernement. Il n'appartenait plus à son parti. Non. Il ne pouvait pas. D'ailleurs, lui-même était ministre dans la violation. Il ne pouvait pas être secrétaire national, comme il l'a dit, sur la place publique. Conformément à la Constitution, un membre du gouvernement n'a pas de responsabilité au sein des partis politiques. Il a dit qu'il était dans la violation. Donc, même Kabouya avait cautionné cette violation constitutionnelle. Donc, en fait, les débats sur l'UDPS, il faut plutôt prier que ces partis puissent c'est que ces partis puissent disparaître. Oh, comment ça? Mais je viens de peindre un tableau, ici.
Donc ils vont, même si, voyez-vous ce qu'Étienne a dit devant le parlementaire debout au Grand Marché le samedi. Il dit aucun parlementaire debout peut être arrêté. Est-ce que vous mesurez la gravité de ce qu'Étienne a dit? Oh, tous nous reprochons à ces jeunes-là d'être intolérants. Lui maintenant dit, vous ne pouvez pas être arrêté. Ça veut dire, il leur demande de continuer d'être intolérants parce que lui, il est comme protecteur. Moi, j'y crois. Si lui-même a fait la prison, pourquoi on n'arrêterait pas? Lui-même, c'est ça l'erreur de Kabouya. En fait, les combats Etienne Kabouya, c'est comme les combats Sankara Kampore. C'est Kabouya qui a pesé pour qu'Etienne soit libéré. Vous allez vous rappeler, Etienne a été libéré 48 heures après avoir réussi Kabouya en prison. Ok? Mais si nous allons sur le plan politique, prenons qu'il y a eu élection. Avant d'aller sur le plan politique, une question. D'après les secrétaires nationaux, d'après tous ces mouvements, d'après toutes ces structures qui se réclament membres de l'UDPS, Augustin Kabouya tient des sorties médiatiques hasardeuses et inopportunes. Ça, tous nous les reprochons. Augustin Kabouya est mal poli vis-à-vis d'eux, il est arrogant, il tient par moments un discours qui frise l'humiliation à l'endroit de ses secrétaires nationaux. Mais avoir Augustin Kabouya, avoir le travail qu'il a abattu, parce qu'il faut les rappeler, en 2018, quand l'UDPS accéda au pouvoir, il n'avait pas cette majorité qui est là aujourd'hui. Mais qu'à ce jour, que les gens puissent sortir de leur silence pour s'attaquer à Kabouya comme ça, est-ce qu'on peut dire qu'il y a main noire derrière ces combats? Vous allez vous rappeler l'autre fois... Avec cet audio qui a fuité. L'autre fois, lors de ma dernière passage sur ce plateau, j'avais dit que la révolution contre Tshisekedi ne viendra pas de l'opposition. Elle viendra de l'UDPS. Et Kabouya l'avait prédit lui-même, hein? Il y a une le pouvoir va traverser des zones de turbulence. Il y a une grande frustration dans la majorité qui est dans l'opposition. C'est pourquoi, lorsqu'ils disent que l'opposition est faible, moi j'ai ri. Parce que Tshisekedi n'arrive pas à faire la vraie diagnostic de la situation. Les débats, la révolution qui va faire partie de Tshisekedi viendra de son camp. Non, il n'y a pas de révolution. Attends. C'est des frustrations. La révolution, ce n'est pas sorti dans la rue. La révolution peut être ce qu'ils sont en train de faire et c'est là qui va déséquilibrer le pouvoir. Ça va donner le béquille aux adversaires. Ok? Parce que tous les ministres sont concernés maintenant, pas dans le travail, sont maintenant concentrés dans la stabilité du parti. Ok? Les partenaires de l'UDPS choisissent leur camp. Donc maintenant, la gestion de la République est à l'arrêt. Tous sont concentrés dans les combats que l'UDPS est en train de livrer. Mais pourquoi ne pas créer un cadre de concertation pour dire à Kabouya tout ce qui se dit publiquement aujourd'hui? Dans toute organisation sérieuse, l'organe suprême, c'est le Congrès. Pourquoi on ne pouvait pas convoquer un congrès extraordinaire pour stabiliser? Les congrès ne se tiennent qu'à l'approche des élections. Ils ont menti. D'après ce qui s'est dit. Non. Le statut de l'UDPS prévoit, lorsqu'il y a des zones de turbulence, que le parti, il y a un grand souci, un problème ou un désordre qui bloque le fonctionnement du parti, le congrès doit être convoqué en extraordinaire. Okay? Alors, qui doit organiser ces congrès extraordinaires? À ce stade ici, je demande à Kabouya de surpasser, de dépasser ces débats, de convoquer le congrès. La Convention démocratique, qui est l'organe habilité à organiser ces congrès, qui convoque les congrès. Alors vous voyez, tous ils sont là, ils sont incapables de lire leur propre texte. Kabouya a dit, moi je vais rester parce que le congrès doit être convoqué 5 ans après. L'autre camp dit, pas de congrès, mais Kabouya doit partir. Devant eux tous, il y a les textes. Ils évoquent même l'article 19 de leur statut qui stipule qu'un congrès doit avoir lieu chaque fois qu'il y a un problème au niveau du parti. Mais je vous ai dit, on appelle ça congrès extraordinaire. Statutairement, les congrès s'organisent 5 ans. C'est comme les élections. Mais par exemple, s'il y a dissolution de l'Assemblée, vous avez dit que nous allons attendre 5 ans. C'est un exemple que je donne simple pour la compréhension générale. Ça dit ici, l'article 19 de leur statut est clair. À leur niveau, s'ils étaient des majeurs matières, ils ne devaient pas nous livrer ces spectacles désolants. Ils allaient déclencher l'article 19 de leur statut et organiser ces congrès extraordinaires. Comme ça, l'organe suprême allait décider définitivement. Est-ce que Kabouya va continuer ou Kabouya va partir et organiser un congrès électif? Mais est-ce qu'ils comprennent que c'est le pouvoir de Félix Tshisekedi qui s'affaiblit? Mais je viens de vous dire ça, de vous dire que
la fragilité qui va faciliter le départ de Tshisekedi ne viendra pas de l'opposition. C'est pourquoi ils pensent que l'opposition est fragile. Non, la résilience n'est pas la faiblesse. Nous sommes restés tranquilles parce qu'on sait que l'adversaire de Tshisekedi ou les adversaires de Tshisekedi sont dans l'Union sacrée. Ils sont avec lui. Ils sont avec lui. Dans chaque plateau de télé, dans tout débat, est-ce que nous débattons sur l'opposition? Nous débattons que des combats au sein de l'Union sacrée de l'UDPS. Donc ce sont eux-mêmes qui sont en train de fragiliser leur propre pouvoir. Comme c'est à notre bénéfice, nous n'avons pas à intervenir. Merci parce que nous prions chaque jour que ces pouvoirs puissent partir le plus vite que possible. Mais sur le plan politique, Kabouya a fait mieux. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS, qu'il y ait élection ou pas, parce que moi je ne me reconnais pas à ce qui s'est passé du 20 au 27, mais j'ai dit, si on veut dans le formel, nous disons que l'UDPS Kabouya a fait mieux. Parce qu'il a pris même des grands leaders de l'UDPS, il leur a donné l'occasion de créer des recoupements mosaïques, peut-être que Peter Kazad. Aujourd'hui, ces députés-là, ils ont des recoupements aujourd'hui. Ils sont membres du parti, n'ont jamais démissionné de l'UDPS. Personne ne peut nous montrer la lettre de sa démission. Il avait même décentralisé le pouvoir. Il a décentralisé, il leur a donné l'occasion de faire chaque leader pour chaque coin. Il s'est battu pour donner une majorité absolue à l'UDPS. Il s'est battu pour amener d'autres députés mosaïques pour renforcer le pouvoir de l'UDPS. Il s'est battu pour que l'UDPS contrôle les assemblées provinciales. Il s'est battu aujourd'hui pour recruter des gouverneurs à même être capable de se faire élire tels que de Kiaboula, de Fimasuka. Mais aujourd'hui, lorsqu'on réclame qu'on envoie les combattants et la force du progrès dans des cabinets ministériels, ils ont quel niveau et quelle qualité? Et vous pensez que non. Tous sont mais justement, est-ce que j'avais lu une lettre de Kabouya demandant les CV? Je vais chercher celle-là, demandant les CV de tous membres qui s'est réclamé d'être membre de l'UDPS. Est-ce que ces gens-là, ils avaient déposé leur PV? S'ils avaient déposé leur CV qui nous montre les accusés de réception. Donc il y a un problème. Et lorsqu'on prend le pouvoir, l'UDPS est au pouvoir, mais ils ont 500 partis au sein de l'Union sacrée. Est-ce que l'UDPS doit tout prendre et qui vont être ses partenaires politiques? Parce que la politique, c'est un jeu d'intérêt. L'UDPS a 7 ministères. Ah oui, mais comment faire revivre la cohésion au sein de l'Union sacrée? Il y a l'UDPS, il y a cette guerre fratricide au sein de l'UDPS. Et de l'autre côté, des frustrations. Je vous donne l'exemple. Par exemple, Mme Akassia Banouboula, une membre de l'UDPS France. Il est ici par les quotas de la diaspora. Ces diasporas-là contribuent aussi dans le parti. Alors, ils ont droit au chapitre. Est-ce que Kabouya devait refuser à toute la diaspora de donner à Akassia Banouboula pour le compte de leur poste? Parce que c'était les quotas de la diaspora. Merci. Par exemple. Parce que beaucoup aussi crient ici. Moi, si j'étais à la place de Kabouya, je vais demander que chacun qui crie là, qu'il amène sa carte de contribution. Vous allez voir beaucoup de gens dans des partis politiques au Congo. Comment remettre la cohésion? D'abord au niveau de l'UDPS et puis dans l'Union sacrée. Ils sont incapables. Ils n'ont pas la capacité de se mettre d'accord. Mais à cette allure, à quel moment on va parler au début de leur pouvoir, il y a eu bagarre. Vous avez oublié 2019-2020. Il y a eu même 3 morts. Ça dit, ils sont comme ça. Ils s'affrontent entre eux pendant la remise et reprise. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, ils ne vont jamais se mettre d'accord. C'était parti que je qualifie de majeurs immatures. Ils ne vont jamais se mettre d'accord. Ne leur demandez pas ça. Ils sont incapables. Vous êtes avec moi ici. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Je vous ai cité combien de dispositions de leur statut. Pouvez-vous comprendre que moi, je maîtrise les statuts de l'UDPS plus que les membres de l'UDPS? Ils devaient utiliser leur statut, c'est ça la sagesse qui dit les textes. C'est-à-dire ils sont incapables de se mettre d'accord. Ils sont habitués de nous livrer des spectacles désolants qui humilient la République. Donc moi, je prie Dieu que ces partis puissent disparaître le plus tôt possible. Dans le passé, j'avais dit, je priais que trois partis ne puissent pas avoir le pouvoir dans ces pays. C'était les Palou, l'MLC et l'UDPS. Voici les conséquences. Maintenant, l'ND est au pouvoir. Voici ce que nous vivons. Moi, je le disais, moi, je ne serais jamais hypocrite. C'était MLC, l'UDPS et le Palou. Ces 3 partis, ce sont des mythes. Ils ne peuvent pas prendre le pouvoir. Le président n'engage plus le parti, n'engage plus l'UDPS. Il est en vacances. La procuration spéciale existe. Attendez, le président, de manière formelle, n'engage plus le parti. Le secrétaire général aujourd'hui est en froid avec pratiquement la moitié des membres qui composent l'UDPS. Alors, qui va
mettre autour d'une table, qui va créer ce cadre de concertation entre ces deux partis opposés. Le secrétaire général lui-même aujourd'hui a des problèmes. Est-ce qu'on doit faire plutôt appel à la sagesse de Pas la sagesse. Christophe Mbosso, par exemple? Non. L'IDPS a un comité des sages. Des comités des sages n'existent déjà un danger. Le comité des sages n'existe pas, n'est pas reconnu dans le statut de l'IDPS. Ah bon? Il n'y en a pas. Mais ils ont le CDP, la Convention démocratique du parti. Ok? Avec le vieux Wankenda qui avait fait aussi la prison. Mais ici, il s'agit du... Donc ça dit, ces gens-là ne vont jamais respecter la Constitution, ni les textes de la République. Nous avons évoqué plusieurs violations de Nicolas Kazadissi. Voyez-vous qu'ils sont un cadeau. Déjà, un enfant impoli vis-à-vis dans sa maison, dans sa famille, ne peut pas être poli à l'extérieur. Ils ne respectent pas leurs propres textes, donc ils seront toujours incapables de respecter le texte de la République. Ce qui est vrai ici, je suis dans la joie parce que tout ce que j'avais prédit depuis 2015, aujourd'hui, nous, les Congolais, est en train de le vivre. Je prédisais toujours, l'IDPS, le MLC, le PALU ne peuvent pas prendre le pouvoir, ce sont des mythologies. Le PALU a été déjà au pouvoir. Mais qu'est-ce que le PALU nous a fourni? Deux fois Premier ministre. Qu'est-ce que le PALU nous a fourni en termes de travail? Quand on dit qu'on était au pouvoir, il y a un bilan. La dette extérieure qui a été payée, c'est Muzito, qui était du PALU. En détournant, je peux vous citer des détournants de Muzito, vous allez plairer. Vous allez plairer, il y a eu des enquêtes dans le parquet ici. Alors, une dernière question avant de parler de ce qui s'est passé au Maïndombe. Si les différentes formations politiques continuent de se battre jusqu'à ce jour pour se positionner, à quel moment on parlera développement? À quel moment on va trouver des solutions à l'insécurité? À quel moment on va penser résoudre cette question du social des Congolais, la flambée des prix, la dépréciation de la monnaie? Ce régime ne va pas prendre des dispositions pour répondre aux désagréments de la population. Pourquoi? Ils n'ont aucune vision. Ils n'ont pas un programme parce que le programme sert de boussole pour vous orienter. Parce que lorsque vous avez un programme, vous saurez planifier. Après la planification, vous allez être capable de dégager les priorités et les non-prioritaires. Et ça va vous servir de boussole pour savoir où est-ce que nous sommes venus, d'où est-ce que nous sommes venus, où nous voulons amener notre pays, où nous voulons aller. Déjà, ces trois cadres n'existaient pas dans la majorité actuelle. Ces trois cadres-là n'est pas dans le langage de l'IDPS ni de l'Union sacrée. Donc, il ne faut pas parler de développement avec ces régimes. Tenez, un régime qui n'a pas de planification ni programme, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Imaginez-vous qu'on prend Bukangalonzo, on cède aux Canadiens pour faire la culture des cannabis. Or, s'ils avaient un programme, ils allaient être capables de planifier, savoir des priorités et des non-priorités pour le Congo. Très bien. Or, la priorité pour le Congo aujourd'hui, sur cette terre-là, c'est faire l'agriculture pour nous pallier à la crise alimentaire qui frappe le pays. Merci. Mais ils ont préféré faire la culture des cannabis. Donc, ça, c'est l'absence de la notion de priorité. Merci beaucoup. Donc, je suis à disant, ces régimes, pour régler leurs problèmes, il faut que le peuple soit capable d'assumer sa révolte. Le peuple doit apprendre. Moi, je ne comprends pas les Congolais. C'est comme si nous avons été créés pour être des esclaves. On vous tue, on vous pille, on vous dit que si vous parlez, on va vous arrêter. Qui est ce Congolais qui vit en liberté? Tous nous sommes des prisonniers à ciel ouvert, vous avez peur d'être arrêtés. On vous dit on va vous tuer parce que vous critiquez le pouvoir. Qui est en liberté dans ces pays? Merci beaucoup. Qui est vivant? Non, qui est vivant dans ces pays? On va terminer cette émission. Tous les Congolais sont des morts et il nous manque des similitudes. Toi, tu es en vie. Non, quand je parle des morts, nous sommes dans les survies. Nous ne vivons pas comme des êtres humains, nous sommes dans les survies. Allez, on va terminer nous manquons cette émission. de tout, courant, l'électricité, l'eau, à manger, route, école. Nous manquons de tout, nous ne sommes pas des hommes vivants, nous sommes dans le survie. On termine cette émission. Il y a Emma qui vient de faire son entrée. Dès que tu le vois au studio, sachez que l'émission doit prendre fin. On va terminer cette émission. Votre commentaire sur ce qui s'est passé au village Kinsele, au territoire de Kwamouth à Maïndombe. La milice Mobondo compensée disparue vient de refaire surface. Et depuis cette semaine, c'est plus de 50 morts déjà enregistrés. On se focalise plus sur la guerre à l'Est, on oublie les Maïndombe, on oublie l'Ituri, on oublie les phénomènes Kuluna. Et dans tout ça, quelle stratégie ou quelle politique sécuritaire doit-on développer pour essayer de mettre fin à cette question? Je suis très désolé de répondre à cette question. Cette question a été répondue ici
pendant que j'étais en train de répondre à votre question sur les développements. On ne peut pas parler de développement sans sécurité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de programme, pas de vision, pas une politique publique définie pour ces secteurs. Imaginez-vous, je vous donne un exemple. Vous envoyez la police et le militaire aller combattre Mobondo, mais ici à Kanoufoungou, les maisons des policiers prennent fait à 80%, ceux qui passent nuit d'ailleurs, femmes et enfants là, si leurs maris sont à Kwamoutou. Avec quel état d'esprit ces policiers vont combattre? On arrête 25 policiers à Goma pour avoir fui les fronts. 22 militaires. 22 militaires. On leur demande de prononcer leur mot de la fin. Ils disent, mais mon konzi au yebi. Aux actes conscients que tout ça, 5 jours, tout liati. Comment nous allons combattre? Ça veut dire, il y a une forme d'abandon dans le sens de la prise en charge de nos militaires et policiers. Lorsque il y a ces programmes, comme on appelle ça, ces programmes qui mobilisent... Loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire qui mobilise 1 milliard de dollars, mais 1 milliard dans 3 ans. Faites des calculs, vous allez voir que nous avons régressé en termes de budget de l'armée. Sous Kabila, le budget nageait entre 450 millions à 500 millions. Mais quand vous prenez les 1 milliard divisé par 3, nous sommes redescendus. Et au moins, il y a des efforts qui sont fournis. Attends. Mais je vous dis, c'est dans 3 ans, les 1 milliard. Lis la loi de programmation. Les gens de l'Union, c'est pas par an. Ah bon? Ils viennent crier ici, posent la question qui vous donne la disposition qui dit que c'est 1 milliard par an. C'est dans les 3 ans. C'est là que je suis dans les calculs. Ce régime a un système. Ils vous balancent les montants. Ils savent que vous n'allez pas aller lire. Les 1 milliard, c'est réparti dans 3 ans. Dans les 3 ans, quand vous faites les calculs, c'est 327 ou 337 millions par an. Merci. Or, sous Kabila, on était dans les 450-500 millions par an. Donc, le budget de l'armée a régressé. Officiellement, parce qu'il y a ce qu'on donne à l'armée pour des raisons stratégiques que nous ne maîtrisons pas. Mais là aussi, ils doivent nous dire comment ils mettent combien, parce que nous ne voyons pas les avancées sur le terrain. Merci. Donc, Mobondo ici, c'est le même cas. C'est à l'entrée de Kinshasa. C'est la même situation que l'Est, et nous parlons de la sécurité dans le sens général. Parce qu'il n'y a aucune différence entre les Congolais de Maïnom et les Congolais du Nord Kivu. S'il faut prendre des décisions et définir une politique, nous allons définir une politique pour l'ensemble de la République. Donc ici, il y a un vide. Donc Jean-Lucien Boussa avait mal fait de dire qu'il y a un leadership faible. Moi, je vais aller plus loin. Il y a un vide en termes de leadership. Merci beaucoup, Marley, vous pour votre disponibilité. C'est à moi de vous dire merci. Pour citer, je réitère mon appel aux Congolais des villages environnants et des villages de Kinshasa. Déjà dit. Merci. Non, je réitère. Venez nombreux pour accueillir vos forages. Merci de l'avoir suivi. Grand merci également à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement pour continuer de parler, de décrypter l'actualité. Restez branchés sur les antennes des Perfect Télévisions. Au revoir. Bonne évasion.